Je range mon bureau, si je ne me trompe pas, c'est la numéro 101. Il me semble que j'ai rien fait depuis la numéro 100. Voilà. Alors, on est début juillet, c'est la fin de l'année universitaire. J'arrive vraiment sur les rotules, à tel point que j'ai attrapé, avec le petit refroidissement de fin de semaine dernière, une angine carabinée. Alors j'ai le nez comme une pastèque, donc, et la gorge, c'est pas terrible non plus. Donc autant dire les pires conditions possibles pour enregistrer une vidéo. Mais comme j'ai des piles et des piles de livres qui se sont accumulés et que j'ai envie de comment dire, d'endiguer un peu le flot avant le départ en vacances, qui maintenant n'est plus si éloigné que ça. Encore une semaine et demie à tenir, à avoir encore des réunions, des finalisations d'emploi du temps, des bricoles, on va dire, deux, trois visios aussi. Voilà, donc ça va être un peu n'importe quoi aujourd'hui, mais enfin n'importe quoi, je sais pas, j'espère pas, mais ça va être un peu une vidéo de transition, histoire de maintenir le contact, de continuer le vlog, et aussi de mon point de vue à moi, de faire en sorte que je puisse ranger une partie de ces piles qui encombrent mon bureau. C'est le principe de ces vidéos. Alors ça va commencer en allant très vite, parce que je vais commencer par... Vous avez vu déjà que je ne suis pas installé comme d'habitude, je me suis mis de côté. C'est-à-dire que l'ordinateur est toujours posé sur le bureau sur lequel je travaille, mais orienté différemment, avec un fauteuil du côté. J'ai déjà dû faire 2-3 vidéos par là, c'est les rayonnages théâtre. En fait, je pourrais, tiens, je vous ai jamais fait visiter mon bureau en vrai, parce qu'il faudrait planquer plein de trucs, parce qu'il y a des photos de famille, des trucs un peu perso, un peu partout, c'est normal, vous voyez. Donc c'est le rayon théâtre, vous voyez. Voilà, le rayon théâtre. Et puis sur le rayon théâtre, parce que j'avais pas trop de place ailleurs, donc en haut là aussi vous avez comme j'avais pas trop de place ailleurs, j'ai aussi mis les Saint-Simon que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Je sais plus si j'avais parlé de ça. J'ai enfin trouvé en février, je crois. J'ai un trou, peut-être que c'était en novembre. Enfin, je sais que c'était près de Rennes, lors d'un séjour à Rennes, chez un bouquiniste. J'ai trouvé enfin une édition complète et pas trop chère des mémoires de Saint-Simon. Voilà. Et donc j'étais super content, et j'en ai relu pas mal. Bon, c'est pas trop... c'est pas trop... je sais pas pourquoi je raconte ça. Enfin, c'était juste pour expliquer le cadrage. Bon, ça va être vraiment n'importe quoi, je sens, aujourd'hui. Alors, je disais que ça allait commencer vite, sauf que j'ai toujours pas commencé, et que donc ça commence pas vite, puisque je vais vous parler de livres, soit dont j'ai déjà parlé, parce qu'en fait, je les ai déjà lus, rangés, etc., et puis je les ai reprêtés, donc voilà, on me les a rendus, donc ils sont à nouveau à ranger, soit de livres que je n'ai pas lus. Alors, celui-là, il est toujours sur la pile, j'en ai parlé, je crois, lors de la dernière vidéo, ça vient de sortir, c'est le second recueil de poèmes de Warsan Shire, à Béni, soit cet enfant qu'une voix dans sa tête a fait grandir, traduction de Sika Fakambi. C'est un conseil de lecture important et précieux. J'en profite, comme il est encore pas tout à fait rangé, parce que je continue à le lire, pour rappeler ce vrai conseil de lecture. Warsan Shire. Autre conseil de lecture, ça c'est un cadeau qui m'a été fait pour la fête des pères par mes fils, merci à eux. On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la terre. Donc il y a 40 textes, évidemment. Il y a aussi toute une chronologie aussi des événements principaux. Et il y a des textes vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé le texte de Kassim Niamanouche, je ne sais pas qui c'est, qui s'appelle Résistance, par exemple. C'est juste pour donner un exemple. Et puis il y a le texte d'Eduardo Viveiros de Castro sur l'indigène. Mais bon, comme je connais déjà pas mal ses travaux sur les autochtones, ça m'a moins, on va dire, surpris. Enfin, ça m'a moins appris, je sais pas comment le dire. Bon, il y a beaucoup d'autres textes aussi. Il y a quelques textes un peu agaçants. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a 3-4 jours sur Twitter, vous dire si je suis vraiment fatigué ou si je suis à l'ouest, ou si je fais pas attention au logo, je sais pas. Il y a 3-4 jours sur Twitter, j'ai fini par en avoir assez et par lancer à la cantonade un message en disant « Je suis désolé, je vais passer pour le dernier des boomers, mais je ne comprends pas à quoi correspond le petit sigle que plein de gens commencent à avoir sur leur profil. » Et donc je le décris, hein, je ne suis pas allé le copier-coller, mais parce que j'ai pas trouvé, mais un T inversé et puis 2 barres en dessous. Et puis en fait, il y a plein de gens qui aussitôt m'ont dit « Mais en fait, ça va pas bien. » C'est le sigle des soulèvements de la Terre. Alors c'est dingue parce que les soulèvements de la Terre, je les suis depuis des mois, j'ai relayé beaucoup de leurs infos, j'ai lu plein de choses sur eux. On m'a offert ce livre il n'y a pas longtemps, il y a le sigle dessus, et malgré tout, il est sur le dos aussi,
Et malgré tout, ça n'avait pas imprimé du tout. Et d'ailleurs, j'ai passé j'ai passé une demi-heure, on va dire hier, à lire un certain nombre de documents liés à des manifestations, des préparations d'événements liés au soulèvement de la Terre en Touraine. Donc hier, je l'ai déjà dit. Et en fait, je me suis rendu compte après une demi-heure qu'en fait, j'avais lu plein de documents dans lesquels il y avait ce sigle et que je ne l'avais toujours pas vu. Donc c'est quand même très étonnant. Bon, voilà. Je suis un peu allergique au sigle. En tout cas, je ne suis pas allergique au soulèvement de la Terre. Il faut les soutenir, il faut joindre les comités locaux. Il faut vraiment se bouger. Et donc, un certain nombre de livres que je n'ai pas lus, mais qu'on m'a rendus, ou que mon épouse a lus, etc. Le chant du poulet sous vide de Lucie Rico. Alors, Lucie Rico, ça c'est son premier livre qui a obtenu le prix Maya l'an dernier. Son premier roman, moi j'ai lu son second, sorti l'an dernier, GPS, que j'avais emprunté à la BU, qui est très très bien. Et comme en fait un ami avait lu GPS, qu'on en avait parlé, il m'avait demandé de lui prêter Le chant du poulet sous vide, que je lui ai prêté. Mais moi je ne l'ai toujours pas lu. Lucie Rico. Et puis il y a ceci, Sadek et Dayat. Est-ce qu'on va voir? Elles sont très très belles, les couvertures de chez Zoé. Mais elles ont du mal à fixer à l'image. Des nouvelles traduites du persan par Gilbert Lazare et Farrokh Ghafari. Donc ça, c'était une partie des cadeaux que mon épouse a eu pour un anniversaire récent, où elle a eu un certain nombre de cadeaux iraniens. Voilà, donc Sadek et Dayat, 3 gouttes de sang. Je ne pourrais pas vous en parler, mais si vous allez sur le compte Instagram Vaucan Lettres, c'est le compte de mon épouse, vous pourrez y retrouver la recension de la plupart de ces livres que je vous montre rapidement avant de les ranger. Voilà, on fait un peu d'intertextualité ou voilà. Sadek Choubak, Nuit d'insomnie, là encore, hein, traduit du persan. Sadek Choubak, figure marquante de la vie littéraire iranienne des années 50 et 60, dit la 4e de couverture, c'est aux éditions Sillage, c'est un petit volume hein, ici, voilà, donc je ne l'ai pas lu non plus, mais voilà, ça vous continue de vous donner une idée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres livres lus? Oui, bah, qu'est-ce que je ne sais pas pourquoi il y a ça dessus, mais Matrix de Lauren Groff, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'avais parlé du texte original, moi de la VO, Matrix, et ça c'est traduction de Karine Chichereau. J'ai même fait travailler les étudiants cette année sur le texte de Lauren Groff et sur sa traduction. J'ai même fait traduire, je crois, indépendamment du cours de traductologie, un extrait aussi de Matrix. Voilà, donc ça c'est des éléments aussi liés au travail. Puis on voit que c'est un exemplaire qui a été lu là encore par la détentrice du compte Instagram Vaucan Lettres, parce qu'il y a les petits post-it qui la trahissent. Alors, dans la série des livres que l'on m'a rendus récemment, alors, prêté à une collègue spécialiste de littérature irlandaise et plus précisément de théâtre, Martine Pelletier. Je lui avais prêté Nuala ni Honruir, qui est ma grande découverte d'il y a 2 ans. Je vous ai bassiné pas mal avec déjà. Et comme je bassine pas que en vidéo, qu'en vlog, hein, quand je bassine les gens dans mes vidéos, je bassine les gens dans la vie réelle. Et donc, j'ai prêté un recueil de nouvelles, c'est le tout premier de Wind Across the Grass, et c'est le premier livre d'elle que j'avais lu, de Nuala ni Honruir à Martine Pelletier. Puis j'ai aussi envoyé un recueil de nouvelles à une autre collègue traductrice, celle-ci ex-collègue, traductrice Fanny Quément. Donc je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais voilà. Nuala ni Honruir, grande écrivaine irlandaise, entièrement inédite en français, donc lancez-vous. Et puis si vous voulez chercher dans ma chaîne YouTube, que ce soit sous le nom de Nuala ni Honruir ou de Nuala O'Connor, j'ai déjà parlé de facilement 5 ou 6 livres maintenant de cette autrice. Une autre collègue m'a rendu ce livre-ci, Le syndrome de l'accent étranger de Mariam Sheikh Farid, dont j'ai beaucoup parlé parce que, entre autres, on a organisé avec une collègue Priscilla Toy une rencontre avec Mariam Sheikh Farid fin mars. Ça s'était tenu finalement en visio et à la Maison des Sciences de l'Homme, parce que c'était au moment du blocage des tanneurs. Le blocage des tanneurs qui n'est pas entièrement pour rien dans ma fatigue de fin d'année, ça a un peu rajouté une pierre à l'édifice ou à la charge. Fin de la parenthèse. Donc voilà, Mariam Sheikh Farid, Le syndrome de l'accent étranger, j'en ai déjà parlé, j'avais fait une vidéo spéciale île Maurice, spéciale littérature mauricienne et en particulier écriture féminine mauricienne contemporaine. Donc j'avais parlé de ce livre-là, évidemment, à ce moment-là. Donc Mariam Sheikh Farid, là, c'est une autre collègue qui, suite d'ailleurs à la rencontre avec Mariam Sheikh Farid, m'avait demandé de lui prêter le livre. Voilà, je lui ai prêté, elle me l'a rendu. On va pouvoir ranger tout ça. Un livre prêté à un ami aussi, et ce sont en l'occurrence 2 autrices que je suis aussi sur Facebook. Moi j'ai toujours beaucoup de
plaisir à redire leur nom même rapidement, à remontrer leur nom, leur livre même rapidement, sans reconsacrer plusieurs minutes à présenter les livres, à en lire des extraits, mais je l'ai déjà fait pour ces différents livres. La folie de ma mère d'Isabelle Flaten, je crois que est-ce qu'on voit, on voit pas. C'est le nouvel Attila, il y a des jaquettes, waouh, voilà, on va y arriver. La folie de ma mère d'Isabelle Flaten, et également d'Isabelle Flaten, un texte composé de textes brefs, ainsi sont-ils, hein, c'est un de ses livres les plus sarotiens, je pense qu'on peut le dire, hein, quelque chose de très, très Nathalie Sarraute dans ce livre-là, et donc ça c'est au Nouvel Attila, ça c'est au Réal Gare, donc ce sont des livres dont j'ai déjà parlé. Et puis également au Réal Gare, d'une autre autrice, mais là aussi que je suis attentivement sur les réseaux sociaux, que j'ai même eu la chance de rencontrer en septembre dernier, je crois, dans une librairie Tourangelle, Frédérique Germano, un texte d'elle qui n'est pas celui dont on parle le plus, qui n'est pas celui peut-être dont elle parle le plus non plus, Dos au soleil, qui est un très très beau livre sur l'identité pied noir en fait. C'est vraiment très 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 beau. J'ai vraiment énormément aimé ce livre et j'étais très content de pouvoir le prêter. Tiens, elle me l'avait redédicacé d'ailleurs, j'avais oublié. Voilà. C'était le 9 septembre 2022, voilà, on le saura, le jour de la rencontre à la librairie La Vagabonde à Tours. Heureusement que les dédicaces ont plus de mémoire que moi. Et je m'avise, tiens, qu'il y a une épigraphe de Walter Benjamin. Nous demandons à ceux qui viendront après nous, non de la gratitude pour nos victoires, mais la remémoration de nos défaites. Oula, terrible programme, moi qui suis extrêmement pessimiste en ce moment, pour des raisons... pour tout ce qui relève de l'actualité, c'est peut-être pas la meilleure citation à sortir aujourd'hui, mais enfin. Toujours vous voyez, là je parle de plein de livres en très peu de temps, mais c'est parce que j'écluse en quelque sorte. Après, il y a pas mal de livres dont je voudrais parler plus longtemps, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Voilà, celui-là, c'est un livre que j'étais allé chercher sur les étagères au sous-sol. C'est un cours du CNED de l'année où j'ai passé l'agrégation, ça nous rajeunit, il y a 25 ans, plus même, 26, 27, allez, je ne sais plus. J'ai passé l'agrég en 96-97, vous ferez la soustraction. Hamlet de William Shakespeare, un cours de Pierre Iselin, qui était à l'époque professeur, qui était le Shakespearien de Paris 4, dont j'ai jamais suivi les cours, mais c'est lui qui faisait le cours du CNED, et voilà, c'était un complément, on va dire, et comme cette année, il y avait Hamlet au programme, je l'ai prêté à une de mes amies également agrégative et qui a eu l'agrégation interne qui est désormais agrégée. On la salue. Elle répond au pseudonyme d'Astergirl sur Twitter et j'avais beaucoup ironisé sur son pseudonyme lors des Twitch autour de Ulysses. Bien, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que ma pile va finir par s'effondrer à force. Dans quel ordre je peux faire les choses? Je sais pas. C'est compliqué. Allez. Mon Pléiade d'Apollinaire. Pourquoi le Pléiade d'Apollinaire? Pourquoi pas? Non, si, le Pléiade d'Apollinaire. C'est vrai que les Pléiades, quand je les attrape, quand j'en relis, quand je revérifie les choses, je les re-range aussitôt, je les ajoute pas sur la pile de manière artificielle. J'ai déjà assez de retard dans mes piles pour que je range mon bureau, pour pas en rajouter. Et donc, j'avais ressorti il y a quelques mois mon Pléiade d'Apollinaire parce que je voulais relire un peu plus en profondeur, me rafraîchir fortement la mémoire. Et là aussi, tiens, on pourrait revenir sur la remémoration de nos défaites, l'épigraphe benjaminienne de Frédérique Germano tout à l'heure. La raison pour laquelle je suis allé rechercher alcool, c'était parce que, tout bêtement, mon fils cadet passait le bac, était en première cette année, et dans son programme du bac français, il y avait alcool d'Apollinaire. Et rétrospectivement, je me suis dit qu'alors que j'avais adoré, j'aimais beaucoup Apollinaire, j'ai beaucoup lu Apollinaire quand j'étais au lycée, je trouve ça quand même super dur comme texte comme ça pour le bac français, mais bon. Mais voilà, puisque moi j'aimais beaucoup quand j'étais au lycée, je dois aussi me faire une montagne rétrospectivement, je ne sais pas. Alors on va lire. Autre chose qu'un extrait d'alcool, on va lire un extrait des poèmes à loup, le sonnet du 8 février 1915. Lundi 8 février, ma biche part. Suis inquiet, elle s'en fiche, buvons du marre.
Vrai qu'au service de l'Autriche, patate et lard, le militaire est très peu riche, je m'en fous, car il peut bien vivre d'espérance, même il en meurt, au doux service de la France. Un artilleur, mon âme, à ta suite s'élance. Adieu mon cœur. Et c'est le sonnet qui est en face du poème du 9 février, qui est connu parce qu'il y a notamment ce calligramme de la Voilette, que j'appelle calligramme de la Voilette, mais je ne sais pas si c'est un nom très... Non, d'accord, c'est pas une voilette, en plus c'est un chapeau canotier, donc il ne peut pas s'appeler calligramme de la Voilette vu qu'il n'y a pas de voilette. Bon, c'est... Waouh. Je dirais bien ne pas faire des vidéos quand on est fatigué, mais déjà, j'en ferai plus jamais. Et dans un second temps, est-ce que je suis beaucoup plus cohérent et beaucoup moins délirant quand je suis dans un meilleur état qu'aujourd'hui? C'est douteux, c'est discutable. Autre livre que je vais remettre sur leur rayonnage, un texte et sa traduction, The House of Hunger, de Dambudzo Marechera. Dambudzo Marechera, écrivain zimbabwéen, né en 52, je crois, mort en 87, mort très jeune, emporté par le sida, en fait. Et c'est un écrivain que j'ai découvert pendant mes années de thèse. C'était ma directrice de thèse, ma première directrice de thèse, elle-même morte pendant le doctorat, c'est pour ça que j'ai dû changer de direction. Ma première directrice de thèse, Jacqueline Bardolph, grande spécialiste des littératures africaines, traductrice de Noureddin Farhan notamment, qui me l'a fait découvrir. Et voilà. Et donc à l'époque, j'avais lu, entre autres, The House of Hunger, j'avais lu beaucoup aussi les poèmes. J'avais même traduit une partie des Amelia Poems. Je ne sais pas où peut bien être cette traduction, quelque part dans un carton ou dans un vieil ordinateur irrécupérable. C'était à l'époque des disquettes, vous imaginez ça. Peu importe. Pourquoi est-ce que j'ai ressorti House of Hunger, The House of Hunger, c'est très important, The House of Hunger, de mes rayonnages? Mais parce qu'actuellement, il y a une retraduction qui se prépare, qui va sortir normalement, je crois, à la rentrée ou à l'automne, par l'éminente Sika Fakambi, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de ce très beau volume de poèmes de Warsan Shire qui vient de paraître chez Globe Édition. Et donc, on a échangé avec Sika Fakambi sur sa traduction de The House of Hunger. Et donc, j'ai aussi ressorti la première traduction, parce que ce recueil a déjà été traduit. Alors, j'ai dit, pourquoi ce recueil? Parce que The House of Hunger, là, c'est l'édition Heinemann. Alors, pour reprendre un petit peu, The House of Hunger est paru en 78. Ça, c'est l'édition des African Writers Series en 1993, donc après la mort de Dambudzo Marechera. Et il faut savoir que The House of Hunger, c'est en fait un recueil de nouvelles, mais avec une sorte de bref roman, longue nouvelle, qui s'appelle House of Hunger, sans le sans l'article. Et ensuite de 9 nouvelles brèves. Donc c'est un recueil de 10 textes, une novella, comme c'est bien pratique le concept de novella, parce que là il marche parfaitement. Donc la novella, c'est ce qui est entre le roman et la nouvelle, et c'est un genre pas assez en fait étudié dans son détail, même par les spécialistes de littératures anglophones, il faut bien avouer. Et donc 9 nouvelles. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour la première traduction par Xavier Garnier et Jean-Baptiste Évette, aux éditions d'Appert, qui n'existent plus, me semble-t-il. Le musée d'Appert existe encore, mais ils n'ont pas poursuivi l'aventure éditoriale. Pour ce volume-là, qui est un très beau papier, c'est un très beau livre, pour ce volume-là, ils avaient décidé de publier la totalité du recueil. Et donc, les 10 textes constituant The House of Hunger. Là, apparemment, à ce que m'a dit Sika Fakambi, c'est les éditions Zoé qui vont faire paraître uniquement le texte House of Hunger. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que voilà, il y a donc quelque chose qui se prépare. On aura l'occasion d'en reparler très certainement de Dambudzo Marechera et des traductions de Sika Fakambi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ensuite, on a des essais. Allez, des essais. Qu'est-ce qu'on a comme essai? Oh, il y a beaucoup. En fait, il y a pas mal d'essais. Je vais peut-être réussir avec ma manière expéditive, enrhumée, qui fait n'importe quoi. On va peut-être réussir en fait à apurer pas mal de la pile. Je sais pas. On va voir. Je sais pas trop. Bon, là, j'ai 5 essais et je ne vais pas rendre vraiment, comment dire, donner la pleine mesure de ce que sont ces livres. Mais bon, tant pis, ce sont des livres
que j'ai lu au cours des derniers mois. Celui-ci assez récemment, il y a un mois et demi à peu près. Bout de bois, des objets aux forêts d'Agnès Stienne. C'est très intéressant parce qu'Agnès Stienne, c'est une cartographe, c'est une plasticienne. Et elle est fondatrice, je crois, d'un site de cartographie qui s'appelle Vision Carto. Et dans ce livre-là, en fait, qui est relativement, enfin le sous-titre est relativement clair, des objets aux forêts, elle propose une série de chapitres dans lesquels elle parle d'un certain nombre d'essences. Vous ne savez pas qu'essence, c'est le nom correct en botanique pour parler des espèces végétales et notamment des espèces d'arbres. On ne dit pas une espèce d'arbre, on dit une essence. Et donc elle parle de ces différentes essences et elle regarde un petit peu, elle raconte en fait comment ces différentes essences sont exploitées par l'industrie, par l'agriculture, etc., en France et dans le monde. Et ça retrace des parcours extrêmement intéressants. Il y a un chapitre sur les bouchons en liège, par exemple. Il y a un autre chapitre. Alors, il y a des chapitres sur des essences spécifiques, le chêne rouvre, le chêne pédonculé, le pin maritime. Voilà. Donc, par exemple, elle insère des cartes qui sont très très belles. Hein. Donc, ça, c'est la carte de où vivent les pins maritimes. Hein. Voilà. Carte de France métropolitaine et corse, de la présence du pin maritime. Voilà, donc c'est vraiment un livre très intéressant, bien écrit et vraiment très stimulant intellectuellement. J'ai beaucoup aimé ce livre. Tiens, là, par exemple, à propos dans un chapitre qui s'appelle Les alchimistes du sol et qui parle en fait des différentes espèces de champignons qui transforment évidemment la matière en décomposition. Là, vous avez une carte, je ne sais pas si on voit bien, qui s'appelle Sols et champignons. Voilà. Donc c'est un livre qui est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé, avec vraiment des... En plus, ces dessins à elle, ces cartes, ces dessins sont très très chouettes aussi. Donc voilà, moi je lis de plus en plus de géographie. J'ai jamais lu autant de géographie au sens large, ici géographie biologique, que maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous lire? Un extrait, c'est quoi ça? Ben ça c'est... c'est le chapitre Les alchimistes du sol. Ouais, j'ai noté pas mal de choses dans ce chapitre-là. Bon, je manque un peu d'énergie et de force, donc je vais rien lire du tout. Mais voilà, Bout de bois, des objets aux forêts d'Agnès Stienne. Vraiment, c'est un très beau livre. C'est aux éditions Zone. Et vraiment, la maquette, le papier, la typographie, les cartes, puis évidemment le propos mérite vraiment qu'on s'y arrête. Autre essai, là, dans un tout autre style, ou sur un tout autre sujet, mais chez le même éditeur, les éditions Zone, toujours. Pensée décoloniale, c'est paru, je crois, au début de l'année. Philippe Collin et Lissel Quiros, et je dis que c'est paru au début de l'année, mais oui, mars 2023. J'ai acheté ça vraiment quand il est sorti, parce que immédiatement, je l'ai lu, j'ai commencé à m'en nourrir, et j'avais prévu, et c'est comme ça que je peux dater ça assez précisément, et j'avais prévu en fait de travailler la séance du séminaire de master sur les écritures non binaires et la décolonialité des savoirs autour des textes nigérians. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, hein, notamment Freshwater de Akwaiki Emeze, mais aussi The Deep de Rivers Solomon. Et j'avais prévu en fait de consacrer une séance à partir de certains extraits, certains passages de ce livre de Philippe Collin et Lissel Quiros, qui reprend en fait un certain nombre, qui est une sorte de livre un peu méta, qui essaie de faire une sorte de bilan à mi-parcours, c'est-à-dire au bout de 40-50 ans d'émergence des théories de la décolonialité, des théories décoloniales, et qui donc essaie de faire le point sur ces théories, sur les différents concepts, sur l'histoire des concepts, et surtout ce qui est très important, parce que c'est un domaine extrêmement mouvant, sur les acceptions différentes en fonction de certains théoriciens d'un même terme. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux, bien sûr, pour les chercheurs. Donc voilà, donc je disais que je pouvais dater précisément le moment où je l'ai lu et le moment qui est vraiment le moment où je l'ai acheté, qui est donc le moment où c'est sorti, mars dernier, parce que dans la foulée, il y a eu le blocage. Donc la fameuse séance de séminaire que j'avais commencé à préparer, je n'ai jamais pu la faire, j'ai pas pu l'enseigner parce qu'ensuite on a été bloqué jusqu'à la fin du semestre.
Donc voilà. Bon, c'est un livre qui est, je pense, ouais, j'hésite, je ne sais pas très bien si ça peut servir d'introduction, mais pourquoi pas après tout. Je pense que sans aucune connaissance préalable des questions de décolonialité, de théorie postcoloniale, etc., le livre doit pouvoir être parfois un petit peu abrupt, mais en même temps, il propose réellement d'entrer dans le champ. Donc pourquoi pas. Bon, allez, si, voilà, je le recommande comme une sorte d'introduction possible à ces questions-là. C'est vraiment une... Et puis c'est une synthèse très récente. Et puis c'est une synthèse récente qui part beaucoup des Antilles, de l'Amérique du Sud, et pas tant que ça de la théorie, des théories, on va dire, britanniques / américaines, qui sont beaucoup plus rebattues et beaucoup plus identifiées dans le champ. Donc pour ça aussi, c'est un livre extrêmement précieux. Philippe Collin, Licel Quiros, Pensée décoloniale. Et si on continue dans les essais lus récemment, petite déception, parce que c'est un livre que j'avais voulu lire quand il est sorti, donc, sur lequel j'avais lu plusieurs articles quand il est sorti en allemand, Schwein und Zeit, Révoltes animales de Fahim Amir. Et d'ailleurs, je signale, c'est les éditions Divergence, et je suis pas je suis pas foufou des éditions Divergence pour pas mal de raisons. C'est pas le premier livre que je lis d'eux dans lequel je trouve quelques coquilles, et surtout dans lequel je trouve que systématiquement les traducteurs et les traductrices sont invisibilisés. Ce qui, pour une maison d'édition qui est vraiment sur un certain nombre de sujets de pointe en sciences sociales, c'est quand même, je trouve, paradoxal ou même franchement pas normal, pour le dire de manière un peu brutale. Très souvent, dans les bibliographies, dans les notes de bas de page, etc., les textes traduits sont cités sans mention du traducteur ou de la traductrice. Et alors là, c'est particulièrement hallucinant parce que le livre Révoltes animales, donc il est traduit de Fahim Amir, l'original est Schwein und Zeit. Vous l'avez, alors la traduction de Divergence, ça date d'il y a 1 an, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai acheté lors de la Vegan Place, en fait, il y a 15 jours, Révoltes animales, et je l'ai lu dans la foulée. Dépôt légal, avril 2022. Titre original, Schwein und Zeit, Tier, Politik, Révolte. Édition Nautilus 2018. Édition Divergence 2022 pour la traduction française. Aucune mention du nom du traducteur, nulle part. Si vous regardez la page de faux titre, il y a le sommaire en face, sur la 2e de couverture, et sur le sommaire, on voit page 169, note du traducteur. Donc on se dit, bon, je vais aller voir ça. Donc il n'y a rien sur la 4e de couverture, le nom du traducteur est complètement absent. C'est quand même particulièrement scandaleux. Donc page 69, note du traducteur. Eh bien, note du traducteur, ben, vous chercherez le nom du traducteur dans les notes du traducteur, vous ne le trouverez pas. Et on finit par trouver le nom du traducteur là, sur la 3e de couverture, au milieu de quoi? L'adresse de la maison d'édition, l'email de la maison d'édition, et là, traduit de l'allemand par Samuel Monsalve, avec le soutien du Centre national du livre. Eh bien, je ne sais pas ce qu'en pense Samuel Monsalve, peut-être qu'il trouve ça très bien, peut-être qu'il s'en fout, mais moi, je trouve ça complètement anormal de marginaliser à ce point le nom de la personne sans laquelle on ne peut lire aucun mot de ce livre. Alors il va de soi que sans l'auteur et sans l'éditeur, un livre n'est rien, mais sans le traducteur, il n'existe pas plus. Donc ça, c'est quand même assez choquant. Alors, j'ai dit que j'avais été déçu parce que c'est un texte dont j'avais connaissance depuis sa parution en allemand il y a 5 ans. Schwein und Zeit, alors c'est un jeu de mots sur Sein und Zeit de Heidegger. Hein. Schwein und Zeit, cochon et temps, littéralement. Donc l'être et le temps, le cochon et le temps. Évidemment, ils n'ont pas pu garder de jeu de mots équivalent dans le titre français. J'étais un peu déçu parce que j'attendais beaucoup de ce livre. Il est souvent, je trouve, assez confus, en fait. Je trouve qu'il mélange beaucoup de choses, que les questions de spécisme et de véganisme sont souvent assez peu claires, en fait. Et la manière dont il utilise surtout la question du spécisme et de l'antispécisme est assez peu claire. Même la manière dont il insiste sur l'importance de donner la primauté aux politiques plutôt qu'à l'éthique, qui est une idée extrêmement intéressante, elle reste en fait extrêmement abstraite, moi je trouve, hein, c'est-à-dire c'est un principe, une idée, un concept tout à fait séduisant, mais il ne se traduit pas réellement de manière concrète. Donc ça c'est un petit peu frustrant aussi. Donc je suis resté un peu sur ma faim pour ce livre-là. Néanmoins, je peux quand même le recommander au moins pour un chapitre qui se trouve être, après l'introduction, le premier, celui sur les pigeons, qui est vraiment excellent et qui s'intitule en français, je vais vous le retrouver,
Alors l'introduction est très bien aussi. La force de frappe du pigeon conciliait le monde. Et le texte est vraiment très très bien. Alors il y a quand même quelque chose qui est bien aussi dans le livre, c'est la manière dont il revient à Marx de manière régulière et qui est vraiment intéressant. Après, dans le plan même, c'est comment dire, une reprise par, par les espèces, hein, le pigeon, le porc, les insectes, et enfin les égouts. Et puis le dernier chapitre, plus de politique, moins de morale, qui moi je trouve est le moins réussi et le plus, je sais pas, le plus noyé finalement. Bon. Mais le chapitre sur le pigeon est très bien. Et en fait, si je dois être tout à fait honnête, celui sur les insectes est bien aussi. J'étais pas forcément très concentré, où j'avais plein d'autres choses à faire au moment où je l'ai lu. Mais il est très bien aussi. Le chapitre sur les insectes est très bien aussi. Autour de la politique d'éradication des moustiques. Enfin, il y a vraiment des choses très très bien quand même. Voilà, donc c'est un livre voilà, qui mérite qu'on s'y arrête et qui mérite d'être recommandé, et qui mérite d'être rangé sur les étagères. Donc je vais le faire. Un livre alors que j'ai lu en 2 temps, en m'interrompant pendant facilement 2 mois, et puis en le reprenant. Le petit livre, mais petit parce que c'est un petit format, et pour le coup, si vous n'avez pas grande idée de Senghor, de qui était Senghor, de ce qu'il a fait, des raisons pour lesquelles il doit rester une figure intellectuelle et politique significative et qui doit donner lieu à une vraie réflexion, à un vrai inventaire aujourd'hui, eh bien ce livre d'Elara Berto est le point de départ presque obligatoire. Je suis en train de chercher si c'est 2022 ou 2023. Je crois que c'est 2023 quand même. Oui, c'est 2023, février 2023. Donc aux éditions PUF, tout simplement, aux presses universitaires de France. Ça s'appelle Senghor, tout simplement. Et c'est donc d'Elara Berto. Et c'est un texte qui permet vraiment de revenir aux sources. Elara Berto, elle a énormément lu. C'est une très très grande experte du domaine de la question évidemment politique et de la question des politiques éditoriales, mais aussi bien sûr des littératures d'Afrique. Voilà, c'est une biographie intellectuelle, si vous voulez. C'est-à-dire, ça n'est pas une biographie détaillée de Senghor, hein, en 150 pages, le compte n'y serait pas, mais c'est véritablement une biographie intellectuelle au sens où ça essaie de donner une perspective sur l'importance de Senghor en tant que poète, philosophe, penseur, grande figure politique, président. Elle s'arrête réellement sur les combats politiques de Senghor, sur le fait qu'il est devenu homme politique un peu par accident, puis qu'il est quand même devenu président du Sénégal pendant un bon moment quand même. Donc elle parle de tout ça. Selon un trajet qui est un trajet, je vais lire je vais pas lire d'extrait, mais j'ai corné pas mal de pages dans ce livre-là, mais je vais pas lire d'extrait parce que vraiment aujourd'hui je suis pas en forme, mais je vais vous lire la table des matières, alors, pas détaillée, mais au moins que vous ayez une petite idée. Donc c'est un itinéraire biographique et ça permet vraiment de donner une première, un point d'entrée vraiment très intéressant sur la figure de Senghor. Introduction, négritude et universelle, une relation paradoxale. Chapitre 1, le royaume d'enfance. Chapitre 2, les années parisiennes et la naissance de la négritude. Chapitre 3, de la réforme du système colonial aux indépendances. Chapitre 4, le poète président. Conclusion, chronologie, bibliographie. Voilà, donc un texte vraiment important qui moi, alors, j'ai pas eu malheureusement assez de temps, j'ai pas pris assez de temps de me replonger vraiment dans les textes de Senghor, que j'ai toujours lu un peu comme j'ai lu un peu ce livre-là, malheureusement on n'a pas toujours le temps de tout. C'est vrai que je pense que mon grand tort vis-à-vis de Senghor, c'est de l'avoir lu de manière anthologique, c'est-à-dire un poème par-ci, un poème par-là, un article par-ci, un article par-là, et pas de manière assez approfondie. Et donc ça veut dire que ce texte-là, il permet aussi d'avoir cette approche exhaustive et cette approche globalisante, mais qui quand même va aller regarder dans les détails des textes et dans les détails de la vie, pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas du tout spécialistes de Senghor. Et bon, on connaît Senghor, on connaît des choses de Senghor, on a lu un peu Senghor, mais ça, c'est quand même extrêmement précieux. Voilà, Senghor d'Elara Berto, au PUF. Alors je fais des pauses parce que j'ai des bouffées de chaleur, je mouche un peu, c'est horrible. Voilà, je suis très enrhumé, hein, on va le dire. C'est pas trop la saison, mais c'est comme ça.
Puis c'est pas le Covid parce que je l'ai eu fin mai. Et je me suis retesté, donc c'est pas le Covid. C'est un très gros rhume, voilà, il y a eu un refroidissement. Peu importe. Tout ça pour expliquer pourquoi il y a des cuts. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Autre essai, décidément, il y en a beaucoup. La Société jardinière de Damien Deville, aux éditions Le Pommier. Alors là encore, vous allez dire que je dis ça, non, je dis pas ça tant que ça, j'ai dit ça uniquement pour le livre de Fahim Amir, et puis j'en ai quand même parlé. Je suis un peu déçu, parce qu'en fait, Damien Deville, j'avais découvert son travail via Twitter, il avait fait un très très long thread pour, à un moment donné, il y a quelques mois, pour expliquer sur quoi porter sa thèse, etc. Et j'avais trouvé ça vraiment extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Et ça, c'est un livre qui vulgarise un petit peu sa thèse, et j'ai été un peu déçu, parce qu'en fait, je trouve qu'il se regarde énormément écrire. Et il utilise beaucoup de métaphores assez ampoulées qu'il doit penser assez riches ou très réussies ou très poétiques. Et en fait, je vais dire quelque chose de désagréable. Il est géographe et anthropologue de la nature, mais de toute évidence, il se fait une idée un peu fausse de la poésie. C'est-à-dire s'il pense que c'est ça un style poétique, ça tombe un peu à plat et c'est un peu emphatique. Je le dis méchamment parce que le livre est bien en fait. Le livre est intéressant. Et on peut tout à fait le lire et en tirer un grand profit malgré ça. Là encore, c'est un livre que je ne vais pas donner ou dont je ne vais pas me débarrasser après vous en avoir parlé rapidement, et puis pas bien, comme vous voyez, j'en parle vraiment pas bien. Il va aller sur les rayonnages, donc voilà, c'est un livre à garder. Mais j'étais un petit peu déçu, peut-être parce qu'il ne rentre pas assez dans le détail. Alors c'est vrai que publier une thèse sous forme de livre de 150 pages, ça veut dire qu'il y a un contrat avec un éditeur qui veut surtout pas que ça ait l'air d'être une thèse. Mais finalement, je trouve que ça retire pas mal de substance d'un travail comme celui-là, qui quand même s'appuie sur la documentation, qui s'appuie sur les citations, etc. Et je trouve qu'à force d'enlever ça, il ne reste plus que l'argumentation générale, qui peut être du coup parfois un petit peu sèche à suivre, et puis il reste un peu les belles formules, qui parfois sont belles un peu par ironie, quand je dis belles formules, on a compris ce que je voulais dire, je crois, pas la peine d'insister. Donc voilà, je suis partagé sur ce livre-là. L'avantage, c'est qu'il se lit assez vite, en 3 heures, on va dire, il se lit assez vite, il parle de choses que moi je connais mal, donc c'est quand même aussi l'occasion de s'informer un peu d'avoir un accès un peu de vulgarisation à des travaux de géographie, de spécialité. Donc là encore, de la géographie, vous voyez. Quand je disais, c'est à ça que je pensais quand je disais tout à l'heure, mais j'ai jamais lu autant de géographie de ma vie. Alors, on sent qu'il est très influencé par Reclus, Élisée Reclus. On sent, voilà, qu'il y a des modèles aussi d'écriture derrière. Bon, je vais arrêter d'en parler sans en parler. Je vais vous expliquer de quoi ça parle en vous lisant la 4e de couverture. J'ai pas encore abusé de cet artifice aujourd'hui, donc c'est mon joker. Et si on cessait d'opposer fin du mois et fin du monde? Pour en avoir le cœur net, Damien Deville s'est rendu dans l'un de ces territoires de la France périurbaine, précaire et délaissée, et a mené l'enquête. Alès, capitale des Cévennes, fut longtemps le pays des hommes du charbon, les mineurs, des hommes du feu. Excusez-moi, la chaudronnerie et les femmes du fil. Le textile. Aujourd'hui, les industries ont fermé. Quoi pour les remplacer? Peut-être une piste intéressante se trouve-t-elle du côté des jardins potagers. Là, pour les anciennes populations ouvrières, se vit une façon de retour à la terre. Là, chacun plante, bêche, tout le monde échange outils, semences et savoir-faire, si bien qu'à la motivation économique forcément première, viennent se mêler des préoccupations d'ordre social, écologique ou paysager. Cernant les contours d'une écologie de la précarité, l'auteur souligne comment de simples lopins de terre deviennent d'authentiques lieux d'émancipation. Partant, il ébauche le modèle de ce que pourrait être la société si elle était jardinière. Voilà donc de quoi il retourne dans ce texte de Damien Deville aux éditions du Pommier. Voilà. Et puis, il y a d'autres livres que j'ai lus, mais ça commence à durer un petit peu. J'ai lu quoi? J'ai lu Acheter, tiens, il n'est pas dédicacé, parce que j'ai oublié de lui faire dédicacer. Brexit de James Noël, poète haïtien, dont j'ai d'autres livres, mais celui-là m'avait échappé, en fait, j'avais pas du tout suivi qu'il avait écrit ce livre-là, qui est sorti en 2020.
Et surtout que comme James Noël est venu pour un colloque auquel j'ai participé ici à Tours, un très beau colloque Traduire en archipel, organisé par mes collègues Kerry Jane Vallard et Cécile Chapon, il a lu en fait à 2 reprises des extraits de ce livre Brexit, qui est à la fois très fin et très drôle. Et donc je l'ai acheté. Et en fait, je préfère, je crois, l'autre poème. Il y a 2 poèmes dans ce volume, c'est aux éditions du Diable Vauvert. Il y a le poème qui s'appelle Brexit, et puis il y a un poème qui s'appelle La migration des murs, et que je trouve en un sens beaucoup plus beau, beaucoup plus profond en fait, et qui est une sorte de lecture un peu un peu de, comment dire, d'exploration et d'exploitation d'un thème et d'un mot, d'un motif en quelque sorte, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, de motif, qui est le motif du mur, de l'expression sur les murs, qui est un sujet, là encore, éminemment urbain et géographique. Là encore, on y revient. C'est presque une sorte de poésie de la géographie des murs, mais dans une perspective qui est également, évidemment, une perspective sociale et politique, parce que le mur exprime aussi la précarité, exprime la discrimination. Donc c'est un texte vraiment très, très, très fort. Et le fait qu'il s'appelle La migration des murs n'y est pas pour rien, bien sûr. Allez, j'en lis un extrait quand même. On peut contre les murs opposer des bulldozers, mais des petits murs nous attendent au tournant. Un mur, même pas mur, ça fait des petits. Une existence coriace et précoce, trop précoce même, l'existence coriace des murs. Pas la peine de chatouiller les murs. Ils n'ont aucun sens de l'humour. Par contre, les murs adorent qu'on leur pisse contre. Allez comprendre. Avec les murs, il n'y a pas de porte de secours. Toute issue pose un problème. Toute sortie impose tout un monde de fermeture. Il existe une nouvelle migration, beaucoup plus forte que celle des flux, qui pousse le sang à bouger les lignes dans tous les sens des hémisphères. Une migration en dur, qui massacre le champ libre du cœur à coups de barres de fer. Je vous ai lu 4 poèmes, pages, fragments de cette migration des murs de James Noël. C'est aux éditions du Diable Vauvert. Le titre sous lequel vous le trouverez, vous pourrez le commander, c'est Brexit, suivi de la migration des murs. Voilà, ça c'était James Noël. J'ai vraiment mal à la gorge et c'est pas la peine d'insister. Il y a d'autres livres dont je n'ai pas parlé. Il y a celui-là, tiens, dont je parlerai, Rien, le ciel peut-être, de Palomina Hermine Hidalgo, mais j'essaierai d'en parler avant mon départ en vacances, parce que finalement j'ai reçu 2 exemplaires de ce recueil, et je vais en offrir un. Donc voilà, je vais en offrir un, probablement par tirage au sort de commentaires, mais pas cette fois-ci, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, merci, thanks for bearing with me, merci d'avoir eu la patience de m'écouter, de m'écouter racler, mon cerveau et mes neurones fatigués. Bien, et fatigants certainement. Allez, bon début de mois de juillet malgré tout, et malgré tout ce qui se passe.